Bienvenue pour cette exploration au cœur de la forêt d'Everdell, enfin presque. Aujourd'hui, on regarde Everdell Duo, l'adaptation pour 2 joueurs d'un jeu qu'on aime beaucoup. Et dans notre article, justement, on s'est posé la question, est-ce qu'une version juste pour deux, c'était vraiment nécessaire? Oui, bonne question. Alors, on va voir ce que cette version duo propose concrètement. L'idée, comme on l'a analysé, c'est de voir comment l'expérience Everdell a été condensée, distillée pour ce format. Exactement, décortiquons ça, on retrouve les mécaniques de base d'Everdell, bien sûr, mais il y a des ajustements, des trucs spécifiques pour le duel. Tout à fait. Et on sent tout de suite, je trouve, une tension un peu plus palpable, des choix plus serrés. C'est lié en grande partie, comme on le disait dans l'article, à une mécanique clé. Ces fameux jetons, soleil et lune, on va y venir. Oui, parlons-en. Mais d'abord, rappelons les fondamentaux qu'on retrouve. C'est toujours de la pose d'ouvrier, la construction de sa cité avec les cartes créatures, les bâtiments chercher les combos. C'est ça. Mais attention, petite différence notable, on n'a que 3 ouvriers. Et ça, pour toute la partie. Ça change pas mal de choses, oui. Fini d'en récupérer au fil des saisons. Voilà. Par contre, l'ambiance, le visuel forestier très mignon, ça bouge pas. Non, heureusement. Mais ce qui change vraiment la donne, en fait, c'est cette piste soleil-lune. Elle divise la clairière, là où on récupère les cartes, et chaque action qu'on fait, ça oblige à avancer soit le jeton soleil, soit le jeton lune. Ah oui, et ça fait quoi concrètement? Ça limite les cartes qui deviennent accessibles pour l'autre joueur. Et pour nous-mêmes au tour d'après, en fait. Ça crée une sorte de, comment dire, de planification temporelle, une anticipation qui est assez fine. Une sorte de blocage subtil, quoi. Exactement. Un truc qu'on n'a pas vraiment dans le jeu de base. Et avec seulement 3 ouvriers, chaque placement devient crucial. D'accord, je vois. Ce n'est pas le seul ajustement, si j'ai bien compris ce qu'on avait noté. Notre article mentionne aussi la rivière, là où on prend les ressources. Elle est modulaire. Oui, c'est ça. Les emplacements de ressources sur la rivière changent à chaque saison. Ça renouvelle un peu les stratégies de collecte. C'est pas mal. Et il y avait aussi une histoire de défausser des cartes. Ah oui, autre point assez malin, on peut jeter 2 cartes de sa main pour prendre une ressource de base. N'importe laquelle. Et ça, sans utiliser un de nos précieux ouvriers. C'est une petite soupape de sécurité, quoi. Bien vu. Et le système pour jouer gratuitement des créatures liées au bâtiment, avec les jetons occupés, il a été un peu simplifié aussi, plus fluide. D'accord. Mais au-delà de ces mécanismes, ce qui ressortait aussi de notre analyse, c'est la richesse des modes de jeu. C'est pas juste un face-à-face simple. Ah non, loin de là. C'est même un gros point fort, je trouve. Bien sûr, il y a le mode compétitif classique, qu'ils ont appelé lièvre contre tortue. Mais il y a surtout un mode coopératif, et pas juste un petit mode, une vraie campagne narrative. Une campagne. Carrément. Oui, oui, en 15 chapitres, c'est assez conséquent. On incarne 2 maires, Oni Sandu et Oliver Topshell, et ils doivent affronter différentes crises. Une famine, une épidémie. Il y a même une journaliste, Miss Lily Thorne, qui vient mettre un peu son nez partout. Sympa. Oui, c'est bien ficelé narrativement. Chaque scénario a ses petites règles spéciales, par exemple des cartes spécifiques pendant l'épidémie ou la pioche qui se bloque pendant un incendie. C'est varié. Et en plus de ça, il y a des défis contre une IA et un mode solo aussi. Donc, niveau contenu, c'est assez riche. 15 chapitres pour un jeu duo. Effectivement, c'est pas courant. Et l'interaction, alors? On se marche pas trop dessus ou c'est chacun dans son coin? Alors, c'est plus subtil que ça. Comme on le notait dans l'article, l'interaction reste indirecte. On ne va pas aller attaquer la ville de l'autre. Mais la course aux objectifs communs et surtout cette mécanique soleil-lune, ça crée une vraie tension. On se gêne pour les cartes, on essaye d'anticiper ce que l'autre veut. Donc c'est quand même interactif à sa manière. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelait un duel forestier élégant. C'est pas agressif, mais faut être attentif à l'autre. Du coup, c'est idéal pour ceux qui aiment la stratégie à deux, les jeux de moteur qui sont pas trop longs et qui sont sensibles à l'ambiance nature et au mode campagne un peu scénarisé. Bon, alors le verdict final de notre analyse, c'est une réussite cette version duo. Pour nous, oui, clairement. C'est pas juste une adaptation vite fait, c'est vraiment une réinterprétation pensée pour 2 joueurs. Le système Soleil-Lune, c'est vraiment le cœur battant du jeu et ça fonctionne très très bien. Mhm. Les points forts sont évidents, cette tension permanente, l'équilibre général du jeu, la rejouabilité énorme avec tous les modes, la campagne qui est un vrai plus, et puis bon, l'esthétique Everdell, toujours impeccable. Et les points faibles, s'il y en a? On a noté quelques petits bémols, oui. Le timing avec les jetons Soleil-Lune peut être parfois un peu frustrant. On se bloque soi-même sans le vouloir.
Le début de partie peut sembler un peu lent, le temps que le moteur de jeu se mette en place. Et puis, certaines cartes sont un peu plus complexes qu'elles n'en ont l'air. On ne mesure pas toujours leur impact tout de suite. Mais c'est mineur, globalement. Très bien. Donc, si on résume notre regard sur Everdell Duo, une version concentrée, plus tendue, thématique, qui reste fidèle à l'esprit Everdell, tout en apportant des innovations spécifiques et bienvenues pour le format à 2. C'est exactement ça. C'est une belle pousse, un rameau bien taillé de l'arbre Everdell, comme on concluait dans l'article. Et ça soulève une question intéressante d'ailleurs, cette tendance actuelle des éditeurs à créer des versions duo dédiées pour leur gros succès. Ah oui. Laquelle? Est-ce que ça enrichit vraiment les gammes ou est-ce que ça risque pas à terme de fragmenter un peu l'expérience, de diluer l'intérêt pour le jeu mère et ses extensions? C'est une réflexion, voilà, à méditer pour les prochaines adaptations de ce genre qu'on verra sûrement arriver. Intéressant comme pensée finale. Merci beaucoup pour cette analyse. Avec plaisir.